les derniers soubresauts du macronisme. Si j'étais encore plus cruelle, je dirais que nous sommes dans les dernières pirouettes du macronisme. Bédis, quel commentaire peut-être faites-vous de cette reconduction de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre? La France aujourd'hui a des allures de replay, de politique en replay, c'est-à-dire que c'est du déjà-vu. D'une part, d'autre part, c'est un cycle sans fin. Il n'y a plus de sérieux, c'est une fuite en avant, c'est une classe politique en déliquescence, un exécutif qui n'a plus d'écho, qui n'a plus de crédibilité, qui n'a plus de légitimité, un président isolé, qui n'a plus de cap, qui n'a plus d'alliés. Donc vous voyez bien qu'effectivement, tout cet agrégat de facteurs déstabilisants, certes, qui font qu'aujourd'hui, encore une fois, dans l'équation de cette équation de stratagème et plus de politique, notamment des uns et des autres, le peuple français, je rappelle que plus de 12 millions des Français vivent sous le seuil de pauvreté, le taux de chômage galopant, une crise économique latente, une crise politique, une crise de régime clairement. Il faut définir les choses telles qu'elles sont, il faut appeler un chat un chat. Donc on a aujourd'hui une crise de système, une crise de confiance systémique, qui a laissé place à la crise de politique, qui est une crise qui peut être parfois surmontable. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous avez un peuple à qui on soustrait la parole, on soustrait effectivement les revendications. Je rappelle que Emmanuel Macron, pour le premier gouvernement post-élection législative anticipée, avait jugé utile de ne pas prendre de gouvernement LFI ou NFP, pour être plus précis. Donc c'est cette alliance notamment de la gauche qui est sortie gagnante, vainqueur arithmétiquement aux législatives. Il a jugé utile de ne pas prendre un gouvernement NFP pour, je cite, éviter l'instabilité. Même durant les consultations avec les autres partis, ils n'ont pas été reçus. Ils n'ont pas été reçus. Donc vous voyez bien qu'il y a une exclusion, il y a un déni démocratique, il y a une fatigue démocratique. Il y a un mépris aussi. Il y a un mépris. Il y a un mépris. Il y a un mépris par rapport à la classe politique, par rapport au peuple, puisque quand vous rejetez tout gouvernement issu de en tout cas du suffrage qui est législatif, qui sont l'expression, si je me trompe, de la volonté populaire, et que vous jugez utile de prendre un parti qui fait plus de 6%, qui est les Républicains, et à qui vous donnez plus de 50% du gouvernement, c'est un déni, c'est un pied de nez aussi au peuple, mais surtout un affront. C'est un appel à la confrontation. C'est ça dont il est question. Et c'est pourquoi on voit les manifestations, les revendications. On a une classe sociale aujourd'hui de plus en plus revendicative, mais aussi violente. Violente parce qu'elles ne se sont pas écoutées. Donc cette reconduction, j'ai envie de vous dire, pour répondre à votre question, c'est, vous savez, pendant que certains appellent à la résurrection, certains appellent à la recomposition, d'autres à la refondation, l'opposition appelle à la dissolution. Mais le peuple, lui, il parle des fins du mois. Le peuple parle de sa parole. Comment prendre en compte sa parole? Et c'est ça, je dirais, la dichotomie aujourd'hui politique que vit la France. Et c'est ça aussi un peu le paradoxe, puisque Macron, au lieu d'aller effectivement vers un dialogue inclusif pour nommer un ministre consensuel, pas forcément transpartisan ou pas forcément, enfin un Premier ministre apolitique, puisque la question elle est de transition politique en attendant les élections législatives et les élections municipales et présidentielles. Or, il a fait le choix, encore une fois, une énième fois, d'une verticalité macronique qui, aujourd'hui, s'oppose à ce qu'on appelle l'horizontalité populaire, puisqu'aujourd'hui, on a besoin, enfin la France en tout cas, a besoin de se réinventer, a besoin de recomposer avec un prisme de lecture et d'action politique beaucoup plus large, inclusif, notamment y compris la société civile et le peuple en soi, et surtout aussi écouter les revendications, notamment politiques, exprimées par le suffrage universel des Français. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a une espèce de voie sans issue aujourd'hui, qui a été reconduite encore une fois, c'est pour ça que je parle de République en replay, et nous avons aujourd'hui clairement un cycle de casting politique France à la recherche d'un gouvernement désespérément. Sauf que j'aimerais bien savoir qui, aujourd'hui, accepterait d'être dans un gouvernement, je dirais, en CDD très court. Il y a une menace même d'un dépôt d'une motion de censure. Elle a été déjà qualifiée et exprimée par l'extrême gauche et l'extrême droite, notamment par le Rassemblement national et par la LFI. Donc vous voyez, même la gauche commence effectivement à en parler. Même les alliés traditionnels d'Emmanuel Macron parlent destitution. Je rappelle on citera Philippe Edouard et aussi Gabriel Attal. Tout à fait. Donc vous imaginez, les alliés les plus proches d'Emmanuel Macron aujourd'hui font défection. Non seulement ils font défection, se désolidarisent, on peut comprendre pour des raisons de calcul et d'ambition politique et de carrière politique, soit,
Édouard Philippe vise 2027. Gabriel Attal, idem. Mais cependant, avec cette défection, elle était accompagnée par des mots durs. Édouard Philippe évoque une dissolution, il évoque l'écartement justement d'Emmanuel Macron, son principal allié depuis des années. Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a un brouhaha, il y a une capharnaüm, il y a une espèce de dichotomie, encore une fois politique, je me répète, qui fait qu'aujourd'hui, la France navigue à vue, la France, j'ai envie de vous dire, n'a plus de pilote à bord. Et c'est ce qui fait que ça accentue les crispations, d'abord politiques, puisque tout le monde se cherche, tout le monde essaye de se positionner. Ça accentue aussi je dirais la crispation populaire, puisque là on voit effectivement que de manifestation en manifestation, nous voyons bien qu'il y a une espèce de fatigue démocratique notamment, et fatigue aussi politique. Il y a une démission clairement, puisque l'opinion aujourd'hui publique ne croit plus. C'est pour ça que je parle de crise de confiance. Aujourd'hui, la défiance et la méfiance a laissé place à la confiance. Aujourd'hui, Macron se retrouve d'ailleurs isolé. On a vu une vidéo il y a quelques jours de Macron qui marchait tout seul dans les rues de Paris. C'est une première. Lorsqu'on parle de cet isolement, peut-être quels sont les facteurs qui ont conduit à l'isolement du président français? Alors, Emmanuel Macron, il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'est pas élu, donc qui n'a jamais eu à ce contrat politique ou ce contrat social avec ses électeurs. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas le rapport d'élection, le rapport d'engagement envers ses électeurs, d'engagement envers les Français. D'une part. D'autre part, c'est quelqu'un qui a été qualifié de Jupiter à l'époque, et c'est pas pour rien. Donc c'est quelqu'un qui effectivement est un peu hors sol dans sa démarche, oui, qui pense qu'effectivement, détenir la science infuse, et il le démontre à chaque fois d'ailleurs, y compris avec ses alliés, y compris avec ses partenaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fait? Parce qu'à un moment donné, c'était le président préféré des Français. Ensuite, là, c'est devenu un président quand même Alors, vous savez, contesté. Il était préféré effectivement des Français, et ça s'explique. Il y a une conjoncture qui s'appelle la crise du Covid. D'ailleurs, rappelez-vous à l'époque, le quoi qu'il en coûte, cette politique du quoi qu'il en coûte, effectivement, où on brassait de l'argent, on veut tu en voilà, pour effectivement couvrir les dépenses, sans pour autant se soucier du lendemain. Et d'ailleurs, à l'époque, quand il a été interrogé sur cette question, il avait évoqué tout simplement que non, l'État doit assumer effectivement cette conjoncture. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, pas du tout. C'est que c'est le peuple français, en tout cas la classe moyenne, y compris aussi la classe précaire, qui passe à la caisse, j'ai envie de vous dire. Donc, mais pas du tout la classe aisée. Et c'est ça aussi d'ailleurs, pour revenir un peu dans la chronologie justement de son impopularité, c'est qu'il y a eu cette injustice fiscale, effectivement, où on demande beaucoup plus aux Français de classe moyenne et classe même précaire, et même les retraités, vous imaginez, qui ont travaillé toute leur vie pour cotiser, qu'à la fin on leur demande de contribuer, et laisser, je dirais, libre cette classe aisée, ces riches, ces ultra riches d'ailleurs, qui défiscalisent dans des paradis fiscaux à l'étranger, qui ne payent pas d'ailleurs paradoxalement d'impôts en France. Donc cette injustice fiscale, cette injustice sociale aussi également, territoriale, cette injustice aussi, ne serait-ce qu'en expression politique, puisque je reviens sur législative anticipée de 2024, effectivement, on aurait dû avoir un gouvernement représentatif, un gouvernement qui saura, je dirais, exprimer les revendications populaires. Pas du tout, on a eu un gouvernement quasi de droite, voire même d'extrême droite, puisque quand on voit les Républicains avec Bruno Retailleau qui œuvre et qui puise et qui pioche justement dans l'électorat d'extrême droite pour ses propres calculs. Qui d'ailleurs ne veut plus faire partie du prochain gouvernement. Vous savez, Bruno Retailleau, je vais vous dire une chose à un moment donné, j'ai envie de lui dire, la politique c'est du sérieux. Donc Bruno Retailleau aujourd'hui, y compris son propre camp, Laurent Wauquiez, secrétaire général quand même des Républicains, l'a sermonné récemment par rapport à ses postures. Moi, il faudra qu'on m'explique, en politique c'est très simple, comment un ministre de l'Intérieur qui puisait d'un portefeuille de ministère régalien puisse se dire je suis anti-Macron, je ne suis pas macroniste, en même temps faire partie de ce même exécutif dans un ministère régalien. Cette déclaration a été contestée par ses Absolument. Et puis là, sa participation elle-même au gouvernement qui a été contestée par son propre camp. Et puis par la suite des postures. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de, je dirais, paradoxe, encore une fois, entre le discours et les actes. Bruno Retailleau, effectivement, vise 2027 clairement. Bruno Retailleau a misé sur un pari très risqué qui est celui, effectivement, de se positionner par rapport à cette posture fragilisée du président et notamment aussi du parti au pouvoir pour pouvoir, effectivement, s'octroyer le discours, le narratif notamment électoraliste et braconner davantage pour pouvoir se mettre sur la rampe de lance notamment
des présidentielles. Sauf qu'aujourd'hui, il s'avère qu'il a non seulement son pari a été un échec, mais surtout aussi que c'est un pari qui lui a valu effectivement, encore une fois, des remontrances de son propre camp. Et il se sent aujourd'hui d'ailleurs isolé. Et je n'exclus pas effectivement que le prochain gouvernement, il n'y sera pas, non pas parce qu'il il le veut, c'est parce qu'on ne veut plus de lui, effectivement, puisque son propre parti lui a imposé effectivement cette injonction de ne pas participer. Donc on voit bien effectivement, il y a encore une fois une espèce de république en open space qui se cherche et surtout qui n'arrive pas à trouver le logiciel adéquat. Là, je reviens un peu sur le macronisme. Macronisme aujourd'hui, mais au-delà du macronisme, c'est l'approche elle-même, la stratégie politique elle-même aujourd'hui de la classe politique française. Je rappelle qu'il n'y a plus de clivage gauche-droite. Aujourd'hui, le principal, c'est de gagner des voix et d'avoir un siège et où effectivement d'être dans l'exécutif. Un président qui méprise certaines formations politiques, un président qui méprise les institutions françaises et qui méprise aussi le peuple français. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça lui a été rappelé à maintes reprises. Rappelez-vous, au lendemain de son élection, les gilets jaunes, et puis ça n'a pas arrêté, ça a duré des mois et des mois. Aujourd'hui, effectivement, il y a une recrudescence de manifestations et de revendications légitimes notamment. Je vous ai évoqué plus de 12 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, c'est pas rien, avec un chômage effectivement je dirais inégalé, singulier, avec aussi une crise économique. Rappelez-vous les annotations notamment économiques de certaines instances économiques étrangères internationales qui ont, entre parenthèses, fiché la France comme un mauvais élève économiquement parlant. Qu'on voit bien qu'effectivement, il y a un contexte délétère, un contexte défavorable notamment, qui n'est pas, on a envie de dire qu'il n'y a pas de volonté de résolution ou de voie d'issue notamment, ou de sortie de secours dans ce sens, puisqu'encore une fois, cette reconduction, c'est véritablement un déni envers les dialogues, les pseudo-dialogues qui sont tenus à l'Élysée. C'est un déni envers effectivement la volonté du peuple. C'est un déni envers la crise, notamment que vivent aujourd'hui les Français. Et c'est aussi, comme je disais, c'est une expression d'une panique à bord. C'est une fuite en avant. C'est effectivement une instabilité latente, structurée, caractérisée. C'est aussi, je disais tout à l'heure, l'isolement du président. C'est un fait aujourd'hui, mais il s'entête, persiste et signe pour rester à bord. Vous savez, beaucoup évoquent cette question de démission. Moi, je l'exclus totalement. Juridiquement, elle est probable. Politiquement, elle est hautement improbable et hautement risquée. Vous savez, un président jupitérien qui ne croit qu'en lui et seulement lui ne pourra jamais se démettre de ses fonctions pour satisfaire effectivement une revendication d'opposition. Il a même assuré lors d'un passage à la télé, il avait dit qu'il continuera son mandat jusqu'au bout. Absolument, et il le fera. Il le fera. Vous savez, aujourd'hui, la seule démission du président qui vient d'une tierce partie, c'est ce qu'on appelle une dissolution constitutionnelle, c'est-à-dire juridique. Et pour cela, il faudra le 3/5 des deux chambres, non pas du Parlement, mais des deux chambres, à savoir la chambre haute et la chambre basse, c'est-à-dire plus de 60% des élus. Donc, vous imaginez, même aujourd'hui, s'il y a une défection de la part de certains alliés, ils n'iront jamais vers la qualification d'une destitution d'un président, puisqu'encore une fois, c'est sans précédent, mais surtout aussi, c'est des personnes qui ont une carrière politique, qui ont des ambitions, ils ne souhaiteront pas se brûler les ailes en cours de route. En parlant du Parlement, M. de Villepin a déclaré que face à cette crise politique, une dissolution du Parlement est devenue nécessaire. Partagez-vous le même avis? Écoutez, aujourd'hui, encore une fois, c'est une équation de stratagème. On est dans du Junsu, on est vraiment dans l'art de la guerre. On est vraiment dans du Machiavel et non plus dans la politique qui est au service du peuple. Pour Emmanuel Macron, ça peut être une porte de sortie finalement, vous savez. Mais encore une fois, je crois que Emmanuel Macron ne procède jamais par hasard. Mais Emmanuel Macron calcule et recalcule tous les scénarios possibles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a effectivement une crise politique qui a été encore accentuée par la renomination, notamment du Premier ministre Lecornu, qui d'ailleurs... D'ailleurs, certains observateurs expliquent que Emmanuel Macron savait ce qu'il faisait, où il allait, parce qu'il avait accepté cette démission. Exactement. Déjà, la nomination, la première de Lecornu, c'est un peu un Emmanuel Macron bis à Matignon, d'une part. Ensuite, nous avons Lecornu qui effectivement exige son départ si les conditions ne sont pas réunies. Effectivement, quelques heures après, il part, et il démissionne, parce qu'il savait qu'il y avait une motion de censure qui lui pend au nez. Ensuite, deuxième renomination, effectivement, dans laquelle aussi Lecornu renouvelle un peu sa demande, à savoir les conditions réunies. Si elles sont l'absence de ces conditions,
il démissionnera également. Et moi, je soupçonne qu'effectivement, on entendra sous peu une démission. On n'attendra même pas la formation d'un gouvernement. Puisqu'encore une fois, c'est une recherche désespérée, c'est un désespoir. Qui voudra être dans ce gouvernement qui peut-être sous quelques heures sera dissous? Donc vous voyez bien qu'effectivement, il y a une espèce de cycle sans fin. Mais encore une fois, je reviens à la stratégie d'Emmanuel Macron, de mon point de vue, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, si on s'attend à une démission, une deuxième démission de Lecornu, s'en suivra clairement et fatalement et inévitablement une dissolution du Parlement par le président de la République. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas que la France a besoin de voter un projet de loi qui est la loi des finances. Elle a besoin de voter un budget pour la France. Une France qui est déjà fragilisée, une France qui est déjà exclue, une France qui est déjà marginalisée, notamment en matière de dynamique économique européenne. Donc pour cela, il a besoin effectivement dans un premier temps du Parlement, lors justement de l'engagement de la responsabilité politique du gouvernement de Lecornu. Ça c'est dans la théorie encore une fois, si éventuellement Lecornu arrive à constituer un gouvernement factice, de mission, et non pas de vraiment politique. Donc le Parlement aura à juger, effectivement, à voter ou pas ce projet de loi. S'il ne vote pas, ça sera qualifié comme une motion de censure et donc la démission du gouvernement. Or, aujourd'hui, Emmanuel Macron voudrait éviter ce scénario. Et pour cela, il a besoin, effectivement, de dissoudre le Parlement. Une fois le Parlement dissous, vous savez ce qui se passe? Bon, au-delà de la manœuvre dilatoire du président, à savoir gagner du temps. Parce que entre une dissolution et le nouveau Parlement, on peut compter jusqu'à janvier 2026. Donc vous voyez bien, c'est une manœuvre dilatoire. En revanche, entre deux, qu'est-ce qu'il pourrait faire, constitutionnellement parlant? Se réfugier à ce qu'on appelle l'article 47, notamment de la Constitution française. C'est quoi? C'est procéder à la promulgation de ce budget par ordonnance. Par ordonnance, bien évidemment, sous surveillance du Conseil constitutionnel. Bon, c'est une qualification qui sera ratifiée par la suite, par exemple au mois de janvier, une fois que ce nouveau Parlement est établi. Mais encore une fois, ça laisse le président, entre deux, pouvoir effectivement faire voter un projet de loi et pourquoi pas profiter de ce temps de latence et ce temps de réflexion et ce temps un peu d'agitation pour une recomposition d'alliances stratégiques, notamment, pour pouvoir reconduire par la suite un nouveau Parlement, certes, qui sera toujours sans majorité absolue, mais qui permettra effectivement, donc encore une fois, gagner 3 à 6 mois. Et c'est ça, je pense, que le scénario le plus probable. Ira-t-il jusqu'à prendre ce risque? Pardon? Pour faire durer sa politique, ira-t-il jusqu'à prendre ce Écoutez, risque? vous savez, c'est quelqu'un qui a en vue, qui s'entête clairement à finir son mandat en tant que président, mais surtout aussi en tant que président qui maîtrise. Or, aujourd'hui, tout est hors contrôle. C'est ça, le déni. C'est ça ce que je qualifiais tout à l'heure de déni politique de la part du président, mais pas que. Y compris de la part aussi de la classe politique. C'est-à-dire qu'au moment où vous leur parlez des Français, de leurs souffrances qui sont censés retranscrire et représenter, ils vous parlent de dissolution, ils vous parlent de reconduire l'instabilité pour aller vers des calculs et des ambitions claniques, despotiques, mais surtout étroits, propres à leur parti. Et d'ailleurs, je reviens sur la déclaration de Lecornu, effectivement, lors de sa première démission, puisqu'on n'est pas à la dernière, il avait évoqué effectivement qu'il faut privilégier l'intérêt de l'État à l'intérêt du parti. Très bien. D'ailleurs, Lecornu a laissé la porte ouverte à une nouvelle démission si les conditions politiques ne sont pas réunies. C'est un risque concret. Écoutez, aujourd'hui, il y a clairement une crise de maturité politique en France. Donc, c'est-à-dire que pour certains, comme je disais tout à l'heure, parlent de refondation, mais pour refonder, il faut inclure. Pour réintégrer, il faut élargir le prisme de dialogue. Pour dialoguer et discuter dans un élan de respect, mais surtout aussi de construction future, il faut aussi écouter les autres. Et c'est ça dont il est question aujourd'hui. Il y a une crise je dirais, de représentativité où le peuple, puisque moi, ma seule référence et boussole, ça reste le peuple, qui de lui émanent effectivement les pseudo-représentants politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite ou du centre, qui sont censés je dirais, illustrer ses attentes. Donc, or aujourd'hui, cette équation, elle est cassée, elle est fragmentée, elle est, je dirais, triturée par justement des ambitions des uns et des autres. Plus de 70% du peuple français demande aujourd'hui le départ d'Emmanuel Macron, qui s'entête à poursuivre son mandat jusqu'au bout, comme il l'a dit. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça nous renvoie un peu sur cette Macronie sous sédatif. Aujourd'hui, le macronisme est sous perfusion. Encore une fois, ce que je dis tout à l'heure, la Ve République arrive à ses limites de modèle. Vous savez, gaulliste, et aujourd'hui, le macronisme fait que cette verticalité d'injonction, cette verticalité frontale
s'oppose à une horizontalité, je dirais, naturelle qui s'est fait avec le temps par justement le peuple qui veut être écouté, qui veut être représenté. Et donc, cette République sous perfusion, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui se cherche, a besoin, encore une fois, ou un sursaut républicain, citoyen, qui émanera notamment de la voix populaire, et dans lequel on remettra le peuple au centre du réacteur politique, ou alors on ira vers la confrontation, et je peux vous dire qu'effectivement la France ne sera pas à son dernier chapitre, son dernier épisode, puisqu'on a l'impression que c'est plus une série Netflix aujourd'hui qu'un gouvernement, un exécutif sérieux. Très bien. Un Premier ministre qui démissionne et qui est renommé au bout de 4 jours, mais qui laisse entendre une fois de plus qu'il risque de démissionner si les conditions nécessaires ne sont pas réunies. Peut-être lorsqu'on parle de cette position, influence-t-elle sa crédibilité au sein peut-être du gouvernement, mais auprès du Parlement aussi? Et encore une fois, tout le monde ne s'attendait pas à ce type de réaction. C'est ça ce qui est formidable et vraiment impressionnant et incompréhensible de la part de la stratégie d'Emmanuel Macron, ou du moins de ses conseillers, le peu de conseillers d'ailleurs qui lui restent. C'est que c'est tout sauf ça, effectivement. Sauf qu'aujourd'hui, il l'a fait. Il a eu le toupet de le faire, mais en mettant, je dirais, on sait que traditionnellement, un Premier ministre, c'est toujours un Premier ministre fusible, un ministre paratonnerre. Ça, c'est connu et reconnu dans la politique française. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un harakiri politique pour le Cornu. C'est une trajectoire suicidaire pour le Cornu. Le Cornu est encore jeune, le Cornu a des ambitions politiques, le Cornu fait partie d'un parti politique, le Cornu a aussi des intérêts, je dirais, claniques et des intérêts personnels. Donc, le voir aujourd'hui être reconduit, d'abord, on se pose la question, on s'interroge sur comment Emmanuel Macron a pu remotiver ou, je dirais, reconduire avec acceptation le Cornu pour ce deuxième poste de Premier ministre, alors qu'on sait très bien qu'il arrive en terrain hostile. Il arrive véritablement dans encore une fois, un capharnaüm, une bérésina politique sans nom, encore une fois singulière de l'histoire de la Ve République, c'est-à-dire depuis 1958. Donc on voit bien qu'effectivement le Cornu aujourd'hui, c'est plus un défi, c'est un suicide. C'est plus en fait un calcul politique, c'est de la folie. Donc on voit bien que le Cornu, je pense, encore une fois, et je n'exclus pas peut-être autre scénario, mais la logique veut qu'effectivement le Cornu, sous quelques heures ou sous quelques jours, démissionnera, encore une fois, en remettant sur la table cette histoire d'absence de conditions optimales pour pouvoir concevoir ou construire quel que soit, pas que le gouvernement, le dialogue lui-même, puisque encore une fois le dialogue est rompu. Rappelez-vous les séries de discussions qui sont tenues à l'Élysée, se sont faites sans le Rassemblement national, sans le LFI, sans certains partis politiques. Parfois certains partis politiques étaient présents, mais pour des intérêts plutôt véritablement claniques. Je parle des socialistes qui ont rapidement lâché l'esprit de groupe, l'esprit notamment de la NFP, pour se positionner, pour essayer de quémander un poste de Premier ministre, ou voire même quelques postes régaliens. Encore une fois, et je reviens sur la déclaration de Bruno Le Cornu lors de sa première démission, j'attends de voir la deuxième déclaration lors de sa deuxième démission imminente, c'est quand il avait effectivement évoqué ce sens de l'intérêt, ce sens de l'engagement politique pour l'intérêt national, et non pas pour l'intérêt individuel, et voire même partisan, comme on voit avec Bruno Retailleau, qui d'ailleurs leur a fait volte-face. D'ailleurs, il l'a même précisé lors de son communiqué publié vendredi, juste après sa nomination. Il a dit « J'ai accepté le poste par devoir, non pas par envie ». Tout à fait. Mais par devoir, cela aussi signifie qu'effectivement, à la deuxième reprise, avec une reprise, enfin en tout cas avec 2 cycles qui sont espacés d'un laps de temps très court, nous ne sommes pas en train de parler de plusieurs années. Le soldat moine qu'il est n'avait pas d'autre choix que d'accepter sa domination. Non, je pense qu'aujourd'hui, il a été acculé par Emmanuel Macron pour lui dire effectivement, il faut aller au bout du scénario. Le scénario final, c'est la dissolution du Parlement, et pour cela, on a besoin de mettre tous les partis politiques, toutes les forces politiques au pied du mur, et les responsabiliser. Rappelez-vous, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il avait dit en renommant le Cornu? D'ailleurs, quand il lui avait donné cet ultimatum de 48 heures pour le sursaut ou le basculement, c'est qu'il avait évoqué, Emmanuel Macron, à ce moment-là, que, auquel cas, au-delà de ces 48 heures, au-delà de ce cycle, j'assumerai mes responsabilités. En politique, cela veut dire quoi? Cela veut dire aller vers une solution extrême, appuyer sur le bouton dissolution du Parlement, reprogrammer, recomposer la classe politique.
créer davantage d'instabilité dans l'instabilité qui devient une instabilité chronique et pathologique. C'est aussi faire basculer peut-être aussi la France vers les extrêmes, vers l'extrême droite, puisqu'aujourd'hui le Rassemblement national se frotte les mains. Aujourd'hui, Jordan Bardella et Marine Le Pen souhaitent, appellent de leur vœu d'ailleurs la dissolution, puisqu'ils savent pertinemment qu'aller vers le peuple aujourd'hui dans cette conjoncture sociale chronique caractérisée dans laquelle souvent l'extrême droite joue sur la fibre des étrangers notamment, je peux vous dire qu'effectivement, ça sera un raz-de-marée, ça sera une vague scélérate, notamment du Rassemblement national, si la dissolution est faite. Donc vous voyez bien qu'effectivement, et pour cela, avant d'en arriver à ce scénario, contrairement au premier où il avait dissous d'une manière unilatérale, sans même notifier ses propres alliés, aujourd'hui, il est en train de préparer l'espace politique français, y compris populaire, pour leur dire, vous avez vu, on a tout fait, sauf que votre classe politique aujourd'hui s'est entêtée notamment dans ses ambitions, ses stratégies carriéristes, et s'est dévouée contourner effectivement, les intérêts populaires pour leurs propres intérêts. Et c'est pourquoi je me dois aujourd'hui de faire un reset, encore une fois, du logiciel et laisser les choses se faire en attendant, en suivant effectivement les dynamiques favorables ou défavorables, notamment politiques pour certains, comme pour la LFI, comme également pour l'extrême droite du Rassemblement national. Très bien. Sébastien Lecornu a expliqué que le nouveau gouvernement, qui sera certainement formé soit lundi ou mardi, si Lecornu ne démissionne pas d'ici là, a expliqué que ce gouvernement doit incarner le renouvellement et la diversité des compétences. Sachant que lui, déjà, il fait partie des ministres qui existent depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à Matignon. Tout à fait. Ce qu'on appelle faire des plans sur des comètes aujourd'hui. À un moment donné, c'est un peu de sérieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas exclure effectivement toute la tragédie, l'aspect comique et tragique à la fois de ce qui se passe en ce moment, pour aujourd'hui avoir ce toupet de dire effectivement qu'on est dans la luxure d'aller vers des représentations, vers des profils du gouvernement. Aujourd'hui déjà, si on trouve des profils aptes. Il a d'ailleurs parlé, un point très important, il a parlé d'un gouvernement déconnecté des ambitions présidentielles 2027. Tout à fait. Un gouvernement déphasé, clairement. Mais ce n'est pas que le gouvernement, c'est tout le logiciel. Quand je parle et j'évoque une crise de régime, ce n'est pas rien. C'est une crise de système. C'est une crise de système. Aujourd'hui, vous avez une base populaire qui n'est plus connectée avec la haute sphère politique. Et quand je parle de la haute sphère politique, ce n'est pas que l'exécutif. C'est aussi le législatif, c'est aussi les classes politiques, c'est aussi les partis politiques. C'est ça l'engagement, c'est ça le contrat moral, c'est ça le contrat social et politique dont normalement les élus, les responsables politiques devraient s'en imprégner, et non pas des calculs étroits, notamment sur du moyen long terme. Pardon. Je vous en prie. Quelle marge de manœuvre reste-t-il aujourd'hui à Lecornu, peut-être, pour former un gouvernement stable dans ce contexte? Ah non, je pense que le mot stabilité est à exclure du lexique aujourd'hui et du vocabulaire de la politique française. Aujourd'hui, il faut sauver le soldat Macron. Il faut effectivement maintenir une certaine stabilité chimérique pourra-t-il être sauvé? Dans ces conditions, pourra-t-il être sauvé? Écoutez, sauver, finir son mandat, il le fera. La vraie question, c'est la France, dans quel état elle le sera? C'est ça la vraie question. Mais non, je persiste et estime qu'effectivement, Emmanuel Macron continuera, finira son mandat en 2027. Il n'y aura pas d'élection présidentielle anticipée, sauf, bien évidemment, force majeure, sauf démission de sa part. Mais je l'exclus au vu de son macronisme accru, au vu aussi de ce qu'il a habitué les Français à vivre et à voir et à observer, notamment sur la classe politique, y compris aussi à ses propres alliés qui parfois se sentent marginalisés. La gauche aujourd'hui demande la destitution d'Emmanuel Macron. Qui, pardon? Est-ce possible? La gauche demande la destitution d'Emmanuel Macron. Après, c'est de bonne guerre, vous savez. Mais est-ce possible? Comme je vous ai dit tout à l'heure, juridiquement, c'est possible. Politiquement, c'est hautement improbable, encore une fois, parce que, vous savez, il faut réunir le 3/5e, les 60% des deux chambres, y compris le Sénat. Le Sénat, il est de droite, et quand bien même il y a une défection, une désolidarisation de certains de la droite, que ce soit les Républicains, que ce soit y compris ce qu'on appelle le socle commun qui a éclaté en mille morceaux. Cette déflagration, cet effritement notamment de ce socle commun, certes, contribue à la fragilisation et l'isolement davantage de Macron, mais ne pourra pas pour autant contrebalancer effectivement pour arriver à une démission du président. Pour la bonne et simple raison, ce que je disais tout à l'heure, c'est que
ces personnages, ces profils politiques notamment, à commencer par Édouard Philippe qui avait évoqué effectivement des élections anticipées, n'ira pas jusqu'à voter, ou faire voter en tout cas son parti, à une démission du président, pour la bonne et simple raison que c'est une première sans précédent dans l'histoire de la Ve République, mais surtout aussi que l'histoire retiendra effectivement que ceux qui ont contribué à davantage de déstabilisation de la République, elle qui, normalement, en ce moment, devrait basculer vers le sérieux, basculer vers le dialogue, basculer vers le discours, je dirais, représentatif, basculer vers, je dirais, un contexte favorable pour pouvoir outrepasser cette, je dirais, dernier obstacle ou dernière problématique de la Ve République, parce que, qu'on le veuille ou non, encore une fois, si on est pragmatique, la Ve République aujourd'hui vit certainement ses derniers jours, sa dernière période, son dernier cycle, parce qu'encore une fois, les politiques mutent, c'est une tendance généralisée, internationale et mondiale, et c'est pourquoi d'ailleurs les pays adaptent leur spectre et adaptent leur prisme d'action et plan d'action politique en fonction des mutations politiques et des mutations sociétales. Or, en France, on est resté un peu psychorigide, politiquement parlant, accentué par effectivement l'arrivée d'Emmanuel Macron et notamment son modèle et son style jupitérien d'ailleurs, hors sol déphasé. Sauf que ça a marché, il fut un temps, parce qu'effectivement le contexte était favorable. Aujourd'hui, il est défavorable, puisqu'encore une fois, il y a eu une rupture, il y a eu un divorce consommé entre la base populaire et la classe politique. Très bien. Si cette motion de censure est votée, la motion de censure dont parle la droite et la gauche, que se passera-t-il en France? Le chaos. Le chaos, puisqu'on aura effectivement, encore une fois... Et que reste-t-il comme choix à Emmanuel Macron? Très peu de choix. Car il faut préciser que Sébastien Lecornu est son dernier allié. Dernier allié, mais surtout aussi de façade, puisque Lecornu, on ne sait pas quels furent les arguments pour le motiver, pour reconduire sa renomination, puisqu'il savait pertinemment, lui qui évoquait l'absence de conditions optimales pour pouvoir travailler sérieusement et qu'aujourd'hui il est reconduit, c'est qu'il y a c'est là où le bas blesse, j'ai envie de vous dire. C'est là où effectivement on a le droit de s'interroger. Mais encore une fois, je pense que Bruno Lecornu, quand il évoque par devoir, c'est qu'effectivement je suis prêt à me sacrifier pour effectivement la continuité de l'État. C'est ça aussi dont il est question aujourd'hui, c'est que la France veut impérativement avoir ce continuum de l'État, notamment à travers ce gouvernement, à travers un exécutif, pour encore une fois travailler avec le Parlement. Sauf que le Parlement ne veut plus de l'exécutif et l'exécutif vraisemblablement ne veut plus du Parlement. Donc très difficile de trouver une équation d'équilibre, notamment, très fragile déjà de base, dans le contexte actuel. Donc je pense que oui, pour revenir à votre question, c'est un avenir très sinueux, très chaotique, notamment de la classe politique, mais aussi du peuple français, encore une fois, qui est déjà fragilisé, qui est déjà sensible effectivement à ce qui se passe, mais en même temps qui observe d'un mauvais œil ce que fait Emmanuel Macron et ce que voudrait Emmanuel Macron faire. Un peuple qui sort toutes les semaines pour demander le départ d'Emmanuel Macron. Pardon ? Un peuple qui sort toutes les semaines pour demander le départ d'Emmanuel Macron. Vous savez, l'impopularité parfois à travers les sondages, c'est une chose. L'impopularité à travers des manifestations physiques, réelles, dans les rues, c'est autre chose. Là, on voit bien qu'effectivement, il y a une rupture abyssale, irréversible, un point de non-retour au sein de la classe politique dans laquelle, encore une fois, le peuple a exprimé clairement son désarroi, mais surtout aussi son refus, son rejet du modèle ou du système Macron ou même du système de la Ve République. Allons au bout des choses. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a encore une fois un travail de refondation, de recomposition, mais encore une fois dans un aspect intelligent, responsable et surtout aussi respectueux et inclusif, chose qu'aujourd'hui, en tout cas les ingrédients qui ne sont pas en la possession d'Emmanuel Macron, du moins par volonté délibérée, de ne pas vouloir effectivement courber l'échine, ne pas vouloir faire des compromissions. Lui qui est adepte des compromis, là aussi on peut en parler. Il faut comprendre que les compromis qui ont été satisfaits par Lecornu au Rassemblement national, je rappelle que dans la configuration actuelle du Parlement, le bureau du Parlement est majoritairement du Rassemblement national. Les postes de vice-président sont aussi également, le Rassemblement national a été vraiment bien servi. Et pourtant, le Rassemblement national, encore une fois, essaye de trouver, d'exploiter cette brèche de déséquilibre, cette brèche de
fragilité de Macron pour damer le pion, mais surtout aussi pour accentuer son isolement et, encore une fois, transcender cette crise en un avantage pour le parti politique du Rassemblement national et donc, in fine, les municipales. Il ne faut pas l'oublier, un jalon très important intermédiaire, puisque c'est là le socle citoyen qui permettra demain de transcender, de créer des rampes de lancement politiques, notamment pour les élections présidentielles. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, même si je prends avec des pincettes les sondages, y compris les sondages français, c'est que ce n'est pas un hasard que les sondages aujourd'hui donnent le Rassemblement national comme ultime gagnant des élections présidentielles. Tout à fait. En parlant de cet isolement du président français, c'est du jamais vu en France jusque-là. Quelles conséquences cet isolement pourrait-il avoir peut-être sur la légitimité et la popularité du président français? Alors déjà, il y a une question de légitimité et de crédibilité d'abord sur la politique interne, c'est une chose aussi. Et autre chose, et c'est très important aussi, sur la crédibilité et la légitimité à l'international. Sa politique est contestée depuis 2022. Elle est contestée parce que d'abord, c'est Emmanuel Macron, en matière d'affaires étrangères, il a un prisme de lecture propre à lui, parfois même aux antipodes de sa propre diplomatie. Et surtout que pour, je dirais, les partenaires européens aujourd'hui, ils verraient un président qui a du mal d'abord à réformer son propre pays. Comment pourrait-il demain contribuer dans la réforme de l'Europe, dans la réforme, le renforcement de l'Europe, qu'on sait très bien aujourd'hui subit des fractures, subit effectivement là aussi des délitements, une déliquescence économique, où vous avez des bons, des mauvais, des moins bons élèves et autres. Donc la France aujourd'hui, je rappelle, je reviens sur la notation de certaines institutions financières internationales de la France récemment, c'est une symbolique, c'est symptomatique effectivement de cette décrédibilisation notamment de la politique française et à travers elle, la politique d'Emmanuel Macron. Donc pour les dirigeants européens, les dirigeants du monde d'ailleurs, vous n'avez plus de crédibilité à partir du moment où vous n'avez plus la possibilité de contrôler votre propre pays, de contrôler votre propre politique, de rassembler, d'unifier, de créer une cohésion politique, une cohésion nationale, de dessiner les pourtours de perspectives politiques internes propres à votre pays. Donc, de facto, vous ne pourrez pas le reproduire effectivement à l'échelle internationale. Donc, oui, ce n'est pas un hasard que la France est un peu marginalisée dans l'équation diplomatique internationale. Donc, oui, cela contribue profondément à une rupture, profondément à un isolement, encore une fois, un isolement qui non seulement se traduit par le rejet du peuple français d'Emmanuel Macron, mais tout ce qui représente Emmanuel Macron. C'est pourquoi d'ailleurs Bruno Retailleau a été très intelligent à ce sujet, à vouloir se désolidariser, tout en usant en fait de l'exécutif pour pouvoir avoir un levier politique phénoménal, à savoir ministre de l'Intérieur, qui dit ministre de l'Intérieur, ministre de l'Immigration, ministre des Flux étrangers, ministre des lois incisives, coercitives, notamment vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis des Algériens, avec cette algériophobie vécue. Donc, c'est ce qui lui a permis, effectivement, peut-être de transcender et d'aller vers un peu une visibilité accrue, lui qui était au sein d'un parti qui pesait 6% lors des élections législatives de 2024. Avec la gauche, la droite et les LR qui refusent de faire partie du prochain gouvernement, que reste-t-il peut-être comme choix à Le Cornu? Des technocrates, d'un gouvernement de mission. D'ailleurs, ça a été évoqué au fil d'un discours un peu laminaire, un peu incompréhensible, effectivement. Je pense que Le Cornu arrive à ses limites. Le Cornu arrive aussi à un certain pragmatisme par rapport à ce qu'il a entre les mains. C'est un gouvernement que vous ne pouvez plus recomposer à travers les forces politiques dominantes. C'est un gouvernement, finalement, de société civile. C'est un gouvernement de transition. C'est un gouvernement de mission. Encore une fois, je me répète. Donc, cela veut dire qu'on va voir des membres du gouvernement technocrates, des techniciens qui ne feront que, effectivement, gérer les affaires courantes, mais surtout aussi travailler sur ce fameux budget qui manque à l'appel, puisque d'ici la fin de l'année, si la France n'arrive pas à adopter un budget, une loi des finances, c'est reconduire l'instabilité politique, sociale et surtout économique et financière. Ce qui va, je dirais, brutaliser un peu le rapport vis-à-vis du peuple, mais surtout aussi accentuer, accélérer la descente aux enfers, j'ai envie de vous dire, de la France économiquement parlant. Donc, mais encore une fois, moi je persiste et signe là-dessus, et c'est mon point de vue, ça n'engage que moi.
j'exclus tout gouvernement dans les prochains jours, puisque même ce gouvernement technocrate aura toujours cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, qui est la motion de censure. Puisque aujourd'hui, ce n'est plus une question de composition du gouvernement qui compte pour l'opposition, mais plutôt d'affront, notamment d'Emmanuel Macron. Et c'est pourquoi ils veulent faire cesser cela à travers une espèce de punition collective faite par les extrêmes, faite par les partis politiques, y compris ses alliés, pour le soumettre à aller vers un scénario, je dirais, médian, un scénario intermédiaire qui permettrait notamment par ces formations qui se sentent méprisées par Emmanuel Macron. Tout à fait. Plusieurs formations, y compris ses propres formations de ses alliés à lui. Vous savez, Édouard Philippe, groupe Parti Horizon, qui était censé être un peu le fer de lance d'Emmanuel Macron, ça a commencé d'abord par la démission, par sa marginalisation, et puis après derrière par des discours qu'il a tenus en off, aujourd'hui carrément en on, c'est-à-dire avec des déclarations officielles où il se désolidarise clairement d'Emmanuel Macron. Et il ne fait pas que se désolidariser, il conteste le modèle, le macronisme, et il appelle à des élections anticipées. En d'autres termes, c'est la démission du président. Bon, elle reste théorique, encore une fois, il n'ira pas au bout, y compris sa force politique, mais c'est plus symptomatique, une symbolique pour montrer sa défection, son rejet, effectivement, de ce modèle. Encore une fois, aujourd'hui, le macronisme est devenu un boulet. Le macronisme est devenu, je dirais, une tare, est devenu une tâche politique. Encore une fois, on parle de gens qui ont des carrières politiques, qui ont des ambitions, qui sont peut-être, je dirais, au début de leur carrière politique et qui souhaiteraient ne pas aujourd'hui avoir un boulet au bout des pieds et descendre dans les profondeurs de l'océan politique avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, ses jours sont comptés. Vous savez, 2027, c'est demain. Il sera plus président. Il partira un peu par la petite porte. Sauf que eux, ils ont encore des ambitions. Ils convergent vers des choses beaucoup plus positives, vers des projections politiques beaucoup plus favorables. Et c'est pourquoi aujourd'hui, son propre camp, ce qui explique sa défection, sa désolidarisation et son rejet, surtout, je reviens sur le mot rejet, de sa politique et de son modèle. Très bien. Pour finir, quelles sont selon vous les solutions possibles pour sortir peut-être de cette impasse politique, remaniement gouvernemental, compromis parlementaire ou nouvelles élections? Je pense qu'il faut revenir d'abord à la raison, à la sagesse, de part et d'autre, à savoir l'exécutif, incarné aujourd'hui par Emmanuel Macron et non pas par le Cornu, puisque le Cornu, encore une fois, il est en CDD, il est en intérim, il est dans le contrat intérimaire, c'est-à-dire qu'il n'a même plus la protection politique. Et effectivement, la classe politique elle-même, puisque la classe politique aussi est responsable de ce désarroi du peuple. Elle est responsable aussi de cette défection, notamment du peuple français vis-à-vis de la politique, parce qu'elle a laissé effectivement pendant longtemps, je dirais, l'émergence de leurs propres intérêts et calculs que d'aller vraiment vers les peuples, vers le peuple, vers la voix du peuple, vers les revendications du peuple. Donc je pense qu'il y a un retour à la sagesse, à la raison, conjugué effectivement avec un contexte favorable de dialogue inclusif, de projection pragmatique, encore une fois. Il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens. Je rappelle que la France a plus de 3 400 milliards de dettes détenues principalement par des pays étrangers. Donc, bonjour la souveraineté financière et économique. Donc, non, je pense qu'il y a véritablement un point de bascule qu'il faudra opérer, où le sursaut républicain, citoyen, où on se pose tous autour d'une table et d'une manière, entre parenthèses, apolitique, et servir les intérêts de la nation et aller vers, effectivement, un projet de transition, puisqu'encore une fois, le mal est fait, on ne peut plus parler de renaissance, de rayonnement, sans passer par une transition politique, là où on pourrait effectivement imaginer d'abord un gouvernement consensuel mené par une personnalité, Premier ministre consensuel, apolitique, qui n'a pas d'ambition en 2027 et qui permettrait de faire voter les lois, faire voter cette loi des finances, aller au-delà de 2027 et arriver au calendrier et à l'agenda politique des présidentielles, où vous avez un point irréversible qui est d'aller vers l'inconnu, d'aller vers le chaos caractérisé, d'aller vers effectivement une voie politique sans issue, d'aller vers une espèce de pyromanie politique sans nom, dans laquelle effectivement les partis politiques s'entretueront entre parenthèses, où l'exécutif sera inexistant, où Emmanuel Macron comptera les jours et les heures avant la fin de son mandat, et pendant lequel la France, encore une fois, vivra le pire de ses cauchemars depuis la fondation de la Ve République. Très bien. Un dernier mot, quelque chose à ajouter? Un dernier mot, je pense que
Et c'est là, c'est un peu je dirais l'Algérien qui parle, effectivement, qui a subi beaucoup d'actions coercitives, notamment d'intimidation de la part d'un pays qui, effectivement, a voulu parfois donner des leçons aux autres pays, y compris à l'Algérie, parfois par condescendance, parfois par, je dirais, aliénation, on va dire, coloniale, parfois même par une espèce de prisme néocolonialiste. Sauf qu'il s'avère aujourd'hui que la France vit ses pires moments, pendant que l'Algérie, elle, transcende sa cohésion, transcende son programme, le projet du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et transcende aussi cette force qui fait que, je dirais, le peuple et l'exécutif et ses élus n'en font qu'un, à savoir un levier de développement, contrairement à la France qui, elle, s'est permis, il y a quelque temps déjà et récemment, de donner des leçons à l'Algérie. Donc, je dirais aujourd'hui, il est temps de se concentrer sur ses propres problématiques, y compris internes et externes, notamment à la France, et laisser les autres pays, notamment, émerger, laisser les autres pays se développer, et pourquoi pas, dans un monde idéal, travailler main dans la main en cohésion, en coordination avec ces pays, et non pas je dirais les qualifier de sous-pays ou les qualifier de pays d'anciennes colonies. Très bien. Badis, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin et merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Je vous en prie, merci. إذا مشاهدينا نواصل هذا الموعد ونواصل دائما مع الشأن الفرنسي. أثار قرار إعادة ترشيح لكورنو لمنصب رئيس